Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tome 40. On vient d'atteindre un chiffre rond, un petit palier j'ai envie de dire, pour les vers contre-attaque, couverture bien dégueulasse. J'espère que de votre côté vous allez bien. Moi je sens une certaine fatigue, j'ai hâte que le soleil se recouche plus tôt. Parce que là je commence à lire, il est 22h38, donc je commence déjà fatigué. Normalement je devais pas faire de lecture, mais comme j'ai pas envie de commencer à faire vraiment des dimanches sans rien faire à chaque fois, déjà vous avez eu le cas pendant 2 dimanches, puis je me suis rattrapé, puis là il y a rien à voir, parce que ce week-end je fête mes 13 ans avec ma compagne et j'avais prévu quelque chose pour une surprise pour elle, donc j'allais être assez occupé, mais je me suis dit bon allez, je ne vais pas vous laisser sans rien, encore un dimanche de plus. Donc je sais pas si je vais lire beaucoup ce soir, parce que la fatigue, plus le fait que je sais pas, j'ai pas mis forcément la clim fort dans ma voiture, mais je commence déjà à avoir la gorge qui se rafraîchit étrangement, donc j'espère pas avoir la poisse pile avant que je parte ce week-end. Ce n'est pas trop grave pour le moment, touchons du bois pour que tout se passe bien. Donc voilà, ce soir on va voir pourquoi les vers contre-attaquent. Je pense que déjà l'image du burger rempli de vers de terre, c'est dégueulasse, donc j'espère qu'il va être cool à lire celui-là aussi. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Avant que les vers ne se mettent en colère et qu'ils ne se glissent hors du vivarium, Bruno Jones s'amusait follement avec eux. Il les collectionnait et en faisait même l'élevage dans son sous-sol. Il les étudiait, faisait des expériences, jouait avec eux, sortait en leur compagnie. Il les utilisait aussi pour effrayer les gens, et plus particulièrement sa sœur Jennifer. Il aimait exhiber les spécimens les plus longs et les plus rouges devant le visage de la fillette, les lui glisser dans le dos ou les jeter sur son abondante chevelure brune. Bruno prenait également plaisir à torturer la meilleure amie de Jennifer. Elle s'appelait Anne Martin, et se mettait toujours à hurler d'une voix stridente lorsqu'il la surprenait avec un gros verre tout visqueux. « Tu es vraiment dégoûtant, Bruno !» hurlait-elle. Bruno ne se lassait jamais de l'entendre. John Herbert, son plus fidèle copain, ne comprenait pas vraiment l'intérêt que Bruno portait à ses bestioles, mais il savait ce qu'on pouvait éprouver à surprendre les autres et à entendre leurs cris d'horreur. C'est pourquoi il passait tout son temps avec le collectionneur. Les deux garçons ne se quittaient jamais, y compris en cours. Là, ils employaient leur temps à chercher les moyens d'utiliser les vers pour effrayer davantage les filles. Bruno n'avait pas du tout l'air expiègle. Il affichait en général une mine sérieuse. Ses yeux étaient d'un brun sombre, et ses cheveux, châtain foncé, courts et ondulés. Il les dissimulait en permanence sous une casquette noire. Il était grand et aussi filiforme qu'un ver, mais il détestait ce genre de commentaires. Il ne plaisantait jamais sur ce sujet. John avait, lui, un plus grand sens de l'humour. Son visage joufflu était entouré d'une épaisse chevelure rousse et frisée. Le sourire en coin, ses yeux bleus, ronds comme des billes, s'allumaient chaque fois que Bruno était sur le point de sortir un long verre gluant devant des victimes innocentes. Quand son ami arrivait à les faire hurler, John rejetait la tête en arrière et poussait un cri de joie aigu en gratifiant son copain d'une vigoureuse claque dans le dos. Un grand rire secouait alors les deux gaillards et il leur arrivait souvent de se rouler par terre en savourant leur victoire. Oui, vraiment, on pouvait dire que les vers leur procuraient un plaisir immense. Mais lorsqu'on interrogeait Bruno sur les raisons de son intérêt pour ces charmantes petites bêtes, il affirmait avec sérieux « Je veux devenir un scientifique ». À celui qui lui demandait combien de vers il possédait, il répondait inlassablement « Je n'en ai pas suffisamment ». Il passait son temps à creuser des trous dans le sol et affectionnait particulièrement les lombrics longs, violacés, plutôt gras et couverts de terre. C'était très important. Le sol était encore détrempé ce lundi matin quand Bruno et Jennifer prirent le chemin de l'école. Bruno savait déjà que les vers montraient à la surface chercher de l'air. Lorsqu'il aperçut John près de la cour, Bruno abaissa sa casquette sur le front et se dirigea vers lui. « Rendez-vous derrière le deuxième but, sur le terrain de jeu, juste après 12h30, chuchota-t-il en se penchant vers John. Son ami hocha la tête sans poser de questions.
Il savait que cet endroit était le lieu préféré de Bruno pour chercher des vers. La terre y était riche, et après une bonne pluie, on pouvait ramasser 10 ou 15 bestioles le plus facilement du monde. Bruno gardait toujours dans son casier une petite pelle de jardinage et une boîte en métal. Ainsi, il était prêt à recueillir des vers dès que l'occasion se présentait. Ce matin-là, l'exposition scientifique prévue pour le samedi suivant était au centre de toutes les conversations. Elle devait se tenir dans le gymnase. Certains élèves avaient même déjà achevé leurs préparatifs. Mary Brewster criait à qui voulait l'entendre qu'elle allait gagner le premier prix, c'est-à-dire un ordinateur. « Et ta sœur » lui lança quelqu'un. La classe entière éclata de rire. Les vantardises de Marie devenaient grotesques ces derniers temps. Bruno, lui aussi, avait presque terminé son travail. Son expérience portait sur les vers. On s'en serait douté. Avec l'aide de son père, il leur avait fabriqué une petite maison. L'une des façades était en verre pour mieux les observer. L'intérieur était rempli de terre. On y apercevait les vers, une famille complète qui rampait de pièce en pièce. John avait préparé un travail beaucoup moins intéressant, une maquette du système solaire. Il avait voulu faire équipe avec Bruno, mais s'était heurté à un refus catégorique. « Je ne tiens pas à partager l'ordinateur », lui avait expliqué Bruno. « Mais je t'ai aidé à déterrer les vers. »« C'est moi qui en ai attrapé le plus », avait conclu Bruno. Devant la décision irrévocable de son ami, John avait dû imaginer quelque chose d'autre. Il avait gonflé des ballons de différentes couleurs qu'il avait collés avec du ruban adhésif sur un grand carton noir. C'était le système solaire. Difficile de faire plus ennuyeux. « Pourquoi es-tu si sûr de remporter le Grand Prix ?» demanda John. Il courait avec Bruno, qui s'était muni de son matériel de chasse, vers le terrain de jeu. « Je me suis renseigné sur ce qu'ont fait les autres, » répondit Bruno. « Mon travail est le seul à porter sur des créatures vivantes. »« Catherine a préparé une expérience avec des escargots, » fit remarquer John. « Et alors ? Les escargots, c'est de l'enfantillage. On les a étudiés en CP. En 6e, tout le monde s'en fiche. Ils ne peuvent pas concurrencer mes vers. »« Tu as sans doute raison, » dit John en se grattant la tête. Ils s'accroupirent derrière le 2e but. Bruno prêta une petite pelle à John. Le terrain de jeu était désert, les autres élèves déjeunaient à la cantine. La terre était encore tendre et humide. Ça et là, des vers pointaient leur tête. L'un d'eux, d'une longueur impressionnante, rampait à la surface. « C'est génial !» s'exclama Bruno en creusant frénétiquement. « La pluie les fait tous sortir. » Mais il ne se doutait pas que quelque chose de plus menaçant grondait sous la terre. « Attention, tu viens d'en couper un en deux, » dit Bruno. John sourit d'un air espiègle. « Et alors, ça en fait 2 petits maintenant ?»« Oui, mais je n'aime que les gros, » reprit Bruno, en glissant avec soin sa pelle sous un spécimen plus long et plus gras. « Combien est-ce qu'il t'en faut encore ? J'ai horriblement faim, » se lamenta John. Bruno jeta un coup d'œil en direction de l'école, un long bâtiment de briques rouges. « Plus que 5 ou 6. » Bruno déposa le gros verre dans sa boîte en fer. « Regarde, c'est un super gluant, celui-là. » Tous les autres sont en train de savourer le repas, pendant que moi, je suis ici, les mains dans la gadoue, grogna John en guise de réponse. « Dis-toi que tu travailles pour le bien de la science, » répondit Bruno avec sérieux. « Celui-ci est aussi gros qu'un serpent, » fit John. « Au fait, tu n'as jamais pensé collectionner les serpents ?»« Non, » s'empressa de répondre Bruno en creusant profondément dans le sol. « Et pourquoi ?»« Parce que j'aime les vers. »« Dis-moi la vérité, » insista John. « Mes parents ne veulent pas, » murmura Bruno. Soudain le sol se mit à gronder. Surpris, John laissa échapper sa pelle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-il. « Hein ?» Bruno semblait n'avoir rien remarqué. Le grondement s'intensifia. Cette fois, la terre trembla. Projeté en avant, Bruno se retrouva à 4 pattes. Il leva des yeux étonnés vers John. « Hé, pourquoi m'as-tu poussé ?»« Ce n'est pas moi, » se défendit John. « Mais alors ?» commença Bruno. Il fut interrompu par une nouvelle secousse, suivie immédiatement d'un craquement sourd provenant de la terre. « Je n'aime pas ça !» bégaya John. Les garçons se turent. Ils se levèrent et prirent leurs jambes à leur cou.
Mais le sol trembla une nouvelle fois et le bruit sourd et menaçant se rapprocha d'eux. « La terre bouge, hurla Bruno. Les deux amis traversèrent le terrain de jeu à toute vitesse et se précipitèrent dans la cantine. En arrivant, ils étaient rouges et essoufflés. « Un tremblement de terre! Il y a un tremblement de terre !» hurla Bruno. Des chaises crissèrent sur le plancher. Les conversations cessèrent. Tout le monde se tourna pour les dévisager. « Réfugiez-vous sous les tables, vite, vite! La terre tremble! Il y a un tremblement de terre !» cria John d'une voix stridente. La salle se contenta de rire. Personne ne bougea. Qui aurait cru à une plaisanterie d'aussi mauvais goût? Bruno repéra Anne et Jennifer, assises près de la fenêtre, à l'autre extrémité de la pièce. Accompagné de John, il courut vers elles. « Écartez-vous de la fenêtre » lança Bruno. « La terre s'ouvre » insista John. Jennifer, bouche bée, se demandait ce qu'il fallait croire. De nature inquiète, elle était toujours prête à imaginer qu'un désastre l'attendait au coin de la rue. Mais tous les autres élèves riaient maintenant à gorge déployée. « Il n'y a pas de tremblement de terre dans cette région » décréta Anne. Elle regardait Bruno d'un air méprisant. « Mais, balbutiait-il. « Vous n'avez rien remarqué » s'étonna John. Il était tout essoufflé et son gros visage rond ressemblait de plus en plus à une tomate. « Vous n'avez pas senti le sol bouger ?»« Non, nous n'avons rien senti, » répondit Anne. « Mais vous ne l'avez pas entendu ?» s'écria Bruno. « J'ai eu tellement peur que j'ai laissé tomber tous mes verres. » Il s'écroula sous la chaise à côté de sa sœur. « Personne ne te croit. C'est une blague stupide, Bruno. Essaie d'en trouver une meilleure la prochaine fois. »« Mais, protesta-t-il. Laissant son frère avec son désarroi, Jennifer se tourna vers Anne et reprit la conversation. « Tu comprends? Sa tête est beaucoup trop grosse par rapport à son corps. »« Moi je le trouve bien comme ça, » dit Anne. « Ah non, il va falloir lui couper la tête, » insista Jennifer. Elle fronça les sourcils devant son bol de soupe. « C'est sérieux alors, tu en es sûre ?» reprit Anne. « Parce que si nous lui coupons la tête, ça se verra. Il n'y a aucun doute là-dessus. »« Oui, mais si elle est trop grosse, on n'a pas le choix. »« De quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous faites du tremblement de terre ?» s'énerva Bruno. « Nous parlons de notre expo, » s'impatienta Anne. « Ouais, fiche-nous la paix avec ton tremblement de terre. Nous avons suffisamment de problèmes avec Rougeau, le rouge-gorge. »« Quel nom ridicule !» s'esclaffa Bruno. Jennifer tira la langue et lui tourna le dos. Elle se remit à parler avec Anne. Elle aurait sans doute dû choisir un sujet plus simple et plus facile à exécuter. Elle fabriquait un énorme rouge-gorge en papier mâché qui devait être, mis à part la taille, la réplique exacte du véritable oiseau. Mais les deux copines avaient découvert, un peu tard, que le papier mâché était peu malléable. Les ailes adhéraient mal au flanc. Le gros corps rond tenait difficilement sur les deux maigres pattes de bois, et Jennifer était à présent convaincue que la tête du volatile était disproportionnée. Il avait fallu aux filles un pot entier de peinture orange pour colorer uniformément le rouge-gorge. Si elles devaient lui remplacer la tête, tout ce travail n'aurait servi à rien. « Nous pourrions peut-être bricoler quelque chose sur le dessus ?» proposa Anne. « Je n'arrive pas à croire que vous restiez là à discuter calmement de votre projet idiot !» s'exclama Bruno. « Ce n'est pas un travail idiot !» répliqua Anne, en colère. « Va donc t'occuper de tes verres, Bruno !» ajouta Jennifer. C'était sa répartie préférée. Elle ne se privait pas de la lancer à son frère dès que l'occasion se présentait. « Mes verres ? Je m'en occupe. Il y en a justement un dans le bol d'Anne. » John éclata de rire. « Tu vas me laisser tranquille, Bruno ?» grogna Anne en levant les yeux au ciel. « Non, sans blague. C'est une soupe à quoi ?»« Au poulet et aux nouilles, » répondit Anne. Elle prit une cuillerée et l'avala. « Poulet, nouilles et verre ?» demanda Bruno avec sérieux. « Tu n'es pas drôle. Laisse tomber, » reprit Anne. « Tu veux parier ?»« À propos de quoi ?» demanda Anne. « Je te parie $1 qu'il y a un verre dans ta soupe, » répéta Bruno. Ses yeux sombres s'allumèrent. John se pencha au-dessus de la table, affichant un grand sourire sur son visage joufflu. « Miam !» fit-il en se léchant les lèvres. « Un gros verre bien dodu et bien violet. Je peux y goûter, s'il te plaît ?»« Vous êtes deux crétins, » maugréa Jennifer. « Alors tu tiens le pari, Anne ?» insista Bruno sans se soucier de la remarque de sa sœur.
Bien sûr que oui, dit cette dernière en tendant la main. Puis elle tourna la cuillère plusieurs fois dans le bol pour démontrer qu'elle avait raison. Bruno tenait le poing serré. Un sourire éclaira son visage lorsqu'il souleva sa main et qu'il laissa tomber un gros verre dans la soupe d'Anne. La bestiole se mit à se tortiller au contact du liquide chaud. « Oh, c'est immonde !» hurla Anne. John éclata d'un rire retentissant et gratifia Bruno d'une joyeuse claque dans le dos, qui faillit le faire basculer de sa chaise. « Tu me dois $1, Anne. Tu as perdu le pari, » annonça Bruno. « Vous êtes cinglée, » murmura Jennifer. Profondément dégoûtée, elle s'efforçait d'éloigner son regard du bol. « C'est vraiment immonde !» criait Anne d'une voix perçante. Le verre se tordait dans les nouilles. « Tu as dit que tu avais laissé tomber ta boîte de verre dehors ?» s'écria Jennifer, furieuse. Son frère haussa les épaules, le sourire aux lèvres. « Eh bien, j'ai menti. » John s'esclaffa de plus belle, ponctuant ses rires de coups de poing sur la table. La soupe tremblait dans le bol. « Hé !» Le visage de Bruno se renfrogna lorsqu'il regarda de nouveau par la fenêtre en direction du terrain de jeu. Il poussa légèrement l'épaule de John et pointa du doigt le deuxième but. « Regarde là-bas ! Mais qu'est-ce qui se passe ?» Bruno s'approcha de la fenêtre, écrasant le nez contre la vitre pour mieux voir. « Que fait Patrick Morand dans le coin où je ramasse mes verres ?» s'écria-t-il en colère. « C'est Patrick Morand, tu es sûr ?» demanda John. De lourds nuages assombrissaient le ciel. Le garçon accroupi sur le terrain de jeu se trouvait à moitié dans l'ombre, mais Bruno l'avait parfaitement reconnu. Penché sur le carré de terre, il travaillait avec acharnement. « Tu veux bien me dire ce qu'il fabrique là-bas ?» répéta Bruno. « C'est mon coin, et il le sait. »« Il cherche des verres, lui aussi, » lança Jennifer. « Quoi ?» Bruno se tourna vers sa sœur. Elle affichait un sourire affecté. « Patrick a besoin de verres pour l'exposition de sciences, » affirma-t-elle, incapable de dissimuler sa joie. « Il les utilise pour son travail, lui aussi. »« Mais il ne peut pas faire ça !» bredouilla Bruno d'une voix haut perchée. « Quel culot !» déclara John, prenant le parti de son ami. « Il ne peut pas faire de recherche là-dessus. C'est moi qui ai choisi ce sujet, » insista Bruno. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre pour ne pas perdre Patrick de vue. « Nous sommes dans un pays libre, non ?» reprit Jennifer, hautaine. Les deux filles éclatèrent de rire et se tapèrent mutuellement dans les mains. C'était à leur tour, pour une fois, de se moquer des garçons. « Mais il ne s'intéresse pas aux vers, » poursuivit Bruno, très inquiet. « Il ne les collectionne pas, il n'en élève pas, il ne les étudie pas, il ne fait que me copier. »« Regarde-le, il creuse à ta place, » murmura John. « Patrick est sympa, lui, » fit remarquer Anne. « Il ne serait pas assez bête pour aller mettre des vers dans la soupe de ses copains. »« Ça ne l'empêche pas d'être stupide, » coupa Bruno, furieux, en fixant le deuxième but par la fenêtre. « Totalement stupide. »« Son travail va être beaucoup plus intéressant que le tien, » dit Jennifer pour embêter son frère. Bruno lui lança un regard noir. « Tu sais de quoi il s'agit ? Tu sais en quoi consiste le travail de Patrick ?» Jennifer sourit, l'air supérieur. Repoussant une mèche brune, elle fit mine de tirer une fermeture éclair sur sa bouche. « Je ne peux rien dire. »« Qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi, » demanda Bruno. Jennifer secoua la tête. « S'il te plaît, Anne, » insista-t-il en se tournant vers l'amie de sa sœur. « Pas question, » répliqua cette dernière, en faisant un clin d'œil à Jennifer. « Eh bien, je vais lui poser la question moi-même, » déclara Bruno. « Viens, John. » Les deux garçons traversèrent la cafétéria au pas de course. Ils étaient sur le point d'atteindre la porte lorsque Bruno bouscula involontairement son professeur. Madame Smith portait son plateau à bout de bras pour contourner un groupe d'élèves. Bruno ne l'avait pas vu. Il la heurta dans le dos. La femme poussa un cri de surprise et laissa tout échapper. Les assiettes atterrirent sur le plancher avec fracas. Et son repas, une salade et des spaghettis, se répandit sur ses chaussures. « Où cours-tu si vite, jeune homme ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Je suis désolé, » murmura Bruno. Aucune autre réponse ne lui venait à l'esprit. Madame Smith se pencha pour examiner ses chaussures brunes, devenues oranges et pleines de pâtes collantes. « C'est un accident, » dit Bruno en triturant nerveusement sa casquette. «
Je ne te le fais pas dire, répondit froidement le professeur. Faut-il que je te garde après la classe pour que tu comprennes qu'on ne doit pas courir dans la cafétéria? Peut-être, convint Bruno. Puis il déguerpit en direction de la porte et sortit en détalant plus vite que jamais. Bien joué, mon pote, commenta John, qui courait à ses côtés. Je n'y suis pour rien, elle s'est mise devant moi. La cloche va sonner, prévint John. Tant pis, répondit Bruno, essoufflé. Il faut absolument que je sache ce que ce copieur compte faire avec les verres. Toujours accroupi derrière le but, Patrick déterrait des verres avec un crochet en acier apparemment neuf, puis les déposait dans une boîte à hameçon. Patrick était un beau garçon élancé, à la chevelure blonde et frisée et aux yeux bleus. Il était arrivé à l'école en septembre car sa famille avait quitté le Canada, et il passait son temps à dire que tout était beaucoup mieux là-bas. Il ne se vantait jamais d'être riche. Pourtant il portait des jeans très chers, et un chauffeur le conduisait chaque matin au collège dans une grande limousine blanche. Quelques semaines après la rentrée scolaire, Patrick avait invité tous les garçons et les filles de sa classe à fêter son anniversaire. Jennifer y était donc allée. Elle avait raconté que ses parents avaient organisé pour lui une grande foire avec des manèges derrière sa maison. Bruno avait joué les indifférents, mais il avait été jaloux. Le ciel s'était encore assombri lorsque Bruno et John se plantèrent devant Patrick sur le terrain de jeu. « Qu'est-ce que tu fais » lui demanda Bruno. « Je creuse » fit Patrick en quittant à peine la terre des yeux. « Alors comme ça tu cherches des vers » insista Bruno, les mains sur les hanches. Patrick hocha la tête et se remit à creuser. Il déterra un spécimen long et brunâtre qui plut aussitôt à Bruno. « Mon projet porte justement sur les vers, dit-il. »« Je sais, répondit Patrick, s'affairant de plus belle. »« Le mien aussi. »« Et qu'est-ce que tu fais, toi » intervint John. Patrick ne répondit pas. Il extirpait du sol un lombric blême et chétif. Il l'examina, puis le remit dans la terre. « Allez, dis-nous en quoi consiste ton travail » insista Bruno. « Vous tenez vraiment à le savoir » demanda Patrick, en levant vers eux ses beaux yeux bleus. Bruno sentit soudain une goutte d'eau sur son épaule, puis une autre sur sa tête. « Alors » insista Bruno. « Eh bien, reprit Patrick en secouant ses mains recouvertes de terre, « mon travail... » C'est à cet instant que la cloche sonna. La pluie se mit à tomber. John tira sur la manche de Bruno. « Il faut rentrer. »« Attends, » le retint Bruno. Il avait gardé les yeux fixés sur Patrick. « Alors ?»« Mais nous allons être en retard et arriver complètement trempés, » insista John. Patrick se releva. « Ça y est, je crois que j'ai tous les verres dont j'ai besoin. » Il secoua son crochet argenté. La terre humide y adhérait. « Tu réponds » cria Bruno sans se soucier de la pluie battante et des supplications répétées de John. Ce dernier estimait urgent de retourner vers l'école. Patrick afficha un grand sourire, laissant voir ses dents blanches et parfaitement alignées. « Je leur apprends à voler, » fit-il. « Hein ?»« Je leur fixe des ailes en carton et je leur apprends à voler. Vous verrez, c'est absolument délirant. » Et il éclata de rire. John se pencha vers Bruno. « Tu crois que c'est vrai ?» chuchota-t-il. « Bien sûr que non, » rétorqua Bruno, énervé. « Ne sois pas ridicule, tu vois bien qu'ils se moquent de nous. »« Hé, tu n'es pas drôle, » dit John. « Nous sommes en retard, les gars, il faut y aller, » dit Patrick. Son sourire avait disparu. Il se dirigea vers l'école. Bruno lui barra prestement le passage. « Dis-moi la vérité, Patrick, qu'est-ce que tu prévois de faire ?» Patrick s'apprêta à répondre lorsqu'un grondement lui coupa la parole. Ils l'avaient entendu tous les trois cette fois-ci, ce vrombissement étouffé qui ébranlait le sol. La boîte remplie de verre glissa des mains de Patrick. La surprise et la peur se lisaient sur son visage. Le grondement fut suivi d'un violent craquement. On aurait dit que le terrain de jeu allait se déchirer. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» bégaya Patrick. « Vite !» hurla John, tandis que la terre continuait à trembler. « Il faut courir !»« Pourquoi arrivez-vous si tard ? Où étiez-vous ? En plein tremblement de terre, je parie, » plaisanta Jennifer. Il était près de 17 heures. Bruno avait retrouvé sa sœur dans le garage. Perchée sur un escabeau, elle travaillait avec acharnement sur son rouge-gorge géant. Sa chevelure et son t-shirt étaient couverts de morceaux de papier mâché. « Très drôle, » répondit Bruno avec amertume. « On ne t'a pas menti, John et moi.
Ça s'est reproduit. Tu peux demander à Patrick, il était avec nous. Comment se fait-il que personne d'autre ne l'ait senti alors demanda Jennifer. J'ai écouté la radio après l'école et il n'était pas question de tremblement de terre aux nouvelles. Je ne tiens pas à discuter de ça, maugréa Bruno. Je sais que j'ai raison. Où est Anne? Chez le dentiste, partie faire réajuster son appareil dentaire, répondit Jennifer. Elle s'efforçait de former le bec de l'animal et poussa un grognement. Oh, je n'y arrive pas. Déprimé, Bruno donna un coup de pied dans un vieux pneu appuyé contre une paroi du garage. Attrape, cria Jennifer. Un morceau de papier mâché mouillé tomba sur les pieds de son frère avec un bruit de ventouse. Raté, s'écria Bruno en l'esquivant. Alors où étais-tu? Demanda Jennifer. Madame Smith m'a gardé après la classe. Elle m'a fait un sermon qui n'en finissait plus. Jennifer s'arrêta pour examiner le résultat de son travail. À propos de quoi? Je ne sais pas. Sur l'interdiction de courir dans l'école, il me semble, répondit vaguement Bruno. Comment vas-tu t'y prendre pour emmener cet oiseau grotesque jusqu'à l'école? Nous allons le porter, répondit Jennifer sans hésiter. Il est gros, mais léger. Je suppose qu'Anne et moi ne pouvons pas compter sur ton aide. Tu as raison de le supposer, dit Bruno, en empoignant le manche à balai qui formait l'une des pattes de l'oiseau. Hé, pousse-toi de là! Lâche ça tout de suite! S'écria Jennifer. Docile, Bruno recula. Tu es jaloux parce que Rougeau, le rouge-gorge, va gagner l'ordinateur, lança-t-elle. Écoute, Jen, il faut que tu me dises ce que Patrick Morand compte faire avec ces verres. Sa sœur descendit de l'escabeau et aperçut le gros verre que Bruno tenait à la main. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? L'interrogea-t-elle. Bruno rougit jusqu'aux oreilles. Rien, dit-il. Tu voulais me le glisser dans le dos, c'est ça? Hein? L'accusa-t-elle. Non, j'allais lui faire une promenade, reprit Bruno en s'esclaffant. Jennifer hocha la tête. Tu es dégoûtant. Tu n'en auras jamais assez de tes vers débiles? Non. Alors dis-moi, c'est quoi le travail de Patrick? Tu veux la vérité? Dit Jennifer. Oui. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. Bruno fixa sa sœur pendant un long moment. C'est vrai? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Une idée surgit tout à coup dans la tête de Bruno. Où habite-t-il? Jennifer fut prise de court par sa question. Pourquoi? Je pourrais passer chez lui ce soir avec John et lui demander en quoi consiste son projet. Tu vas aller chez lui? Il faut que j'en ai le cœur net, s'exclama Bruno. J'ai passé tellement de temps là-dessus, Jen. Je ne voudrais pas que Patrick invente quelque chose de mieux. Jennifer regardait son frère, l'air songeur. Et qu'est-ce que tu feras pour moi, si je te dis où il habite? Le visage de Bruno s'éclaira. Il leva la main qui tenait le verre. Si tu me le dis, je ne glisserai pas cette petite bête dans ton dos. Ah ah, tu es vraiment un chic type, Bruno, dit-elle en levant les yeux au ciel. Dis-le-moi, s'impatienta-t-il. Il la saisit par les épaules. D'accord, d'accord, on se calme. Si mes souvenirs sont bons, Patrick habite avenue du Bois, au numéro 100. C'est un immense manoir, caché derrière une haie. Merci, merci beaucoup. Et comme Jennifer se penchait pour ramasser des morceaux de papier mâché sur le sol, Bruno lui glissa le verre dans le dos. C'est incroyable de faire des choses pareilles, se lamenta John. Tu te rends compte, mes parents m'ont interdit de sortir. Dès qu'ils ont eu le dos tourné, j'ai filé. S'ils me surprennent. Sa voix s'éteignit. Nous serons de retour dans 15 minutes, le rassura Bruno, tout en changeant la vitesse de son vélo. Il accéléra l'allure. La vieille bicyclette de John roula dans une flaque, éclaboussant le bord du trottoir. Les nuages noirs s'étaient dispersés, mais un vent froid et humide soufflait à présent. Le soleil s'était couché depuis peu. Un fin croissant de lune luisait bas dans le ciel. « Où il habite déjà? Avenue du Bois ?» demanda John, haletant. Bruno acquiesça et changea de nouveau la vitesse. Il aimait bien faire ça. Son vélo était neuf et il n'était pas encore habitué à l'utiliser. Une voiture les croisa à vive allure et ses phares les aveuglèrent. La bicyclette de John dévia sur le côté et faillit cogner contre le trottoir. « Il pourrait mettre ses codes, ronchonna-t-il. Les deux amis obliquèrent avenue du Bois.
C'était une large rue bordée de vieilles maisons, séparées les unes des autres par de sombres bosquets. « Il n'y a pas de lampadaire ici, observa John. Ils sont pourtant assez riches pour se payer de la lumière. Ils préfèrent peut-être le noir, dit Bruno. Ça éloigne les curieux. J'ai la trouille, murmura John en se penchant sur son guidon. Arrête de faire la poule mouillée et cherche le numéro 100, ordonna Bruno. T'as vu, on dirait un château, s'écria John en pointant du doigt la maison devant laquelle il passait. Celle de Patrick doit se trouver dans le pâté de maison suivant. Qu'est-ce qu'on va lui dire demanda John. Malgré son essoufflement, il s'efforçait de rattraper son camarade. Je vais tout simplement lui demander de nous montrer son travail sur les verres, répondit Bruno, tout en essayant de déchiffrer les numéros dans l'obscurité. Il poursuivit. Je vais peut-être faire comme si je voulais l'aider, comme si je voulais lui donner quelques conseils sur la façon de les élever. Le coup du bon copain, quoi, plaisanta John en gloussant. Et s'il refuse? Bruno n'avait pas envisagé cette possibilité. Il freina brusquement et désigna une imposante clôture en fer forgé. Voilà sa maison. John s'arrêta aussi. Dis donc, s'exclama-t-il avec un sifflement admiratif. Dominant un immense parterre planté d'arbres, la bâtisse se découpait sur le ciel pourpre du soir. Aucune fenêtre n'était éclairée. Il n'y a personne, chuchota John. Tant mieux, répondit Bruno. Nous allons pouvoir repérer la chambre de Patrick et essayer de voir ce qu'il fait sans qu'il le sache. Abandonnant leur bicyclette à côté du portail, les deux garçons entreprirent de remonter à pied l'allée qui les séparait de la maison. « Je n'arrive pas à croire que Patrick puisse habiter dans un endroit aussi sinistre, » commenta Bruno. « Il a peut-être des parents bizarres, » hasarda John tout en posant son vélo contre le mur. « Possible, » répondit Bruno, songeur. Les gens riches ont parfois des idées un peu saugrenues. John avait atteint le perron et sonnait à la porte. « Qu'est-ce que tu en sais, toi » ricana Bruno à voix basse. Il rajusta sa casquette et sonna à la porte à son tour. « Il n'y a personne. Allons voir à l'arrière, » dit-il après un instant. « Pourquoi faire » demanda John. « Simplement pour regarder par les fenêtres et essayer de voir quelque chose, » insista Bruno, qui avançait le long de la maison. On n'y voyait rien. Seul un rayon de lune argentée se reflétait dans l'une des fenêtres de l'étage. « C'est vraiment ridicule, » se plaignit John. « Nous ne verrons rien par les fenêtres. Il fait beaucoup trop noir. Et puis d'ailleurs... » Il s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a encore » dit Bruno, qui s'impatientait. « Tu n'as pas entendu ? C'était comme un grognement. Le grognement d'un animal. » Non, Bruno n'avait rien remarqué, mais il aperçut quelque chose d'énorme qui courait droit sur eux. 2 yeux rouges flamboyants. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. John avait beau hurler, Bruno restait paralysé. Tandis que l'énorme monstre aux yeux rouges bondissait sur eux, John s'adossa contre la porte. Il faillit tomber à la renverse lorsque celle-ci s'ouvrit. La créature poussa un cri menaçant. « Dépêche-toi » hurla Bruno. « Entre dans la maison, John !» Le cœur de Bruno battait aussi violemment dans sa poitrine que les griffes du monstre par terre. Le garçon entra dans la maison, suivi de John. La porte claqua. Les pattes de la monstrueuse bête heurtèrent les carreaux, les faisant vibrer. « C'est un chien, un énorme chien, et il est furieux !» s'écria Bruno d'une voix étouffée. L'animal grogna de nouveau férocement en mordant les barreaux de la fenêtre. « Un chien !» s'exclama John. « J'ai cru que c'était un gorille. » Inquiets, les deux amis examinaient l'impressionnante bête. Elle s'était assise et les regardait, haletante, la langue pendante. « Il faudrait le mettre au régime, celui-là, » commenta John. « Nous pourrions nous rendre à l'école sur son dos. »« Comment allons-nous sortir d'ici » demanda John en se retournant pour observer la pièce plongée dans l'obscurité. « Il va s'en aller. Enfin, j'espère. »« Quelle fouillis !» s'exclama John en s'aventurant dans la pièce. Bruno lui emboîta le pas. Il constata qu'ils étaient dans une cuisine. De pâles rayons de lune filtraient par la fenêtre. Malgré ce faible éclairage, Bruno comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les plans de travail étaient recouverts de poussière. Il n'y avait pas d'appareil électroménager, pas de grille-pain, pas de four à micro-ondes, pas de réfrigérateur, ni vaisselle, ni casserole.
En jetant un coup d'œil vers l'évier, Bruno remarqua qu'il contenait une épaisse croûte de boue séchée. « Bizarre, murmura-t-il. » Les deux amis se hasardèrent dans un petit couloir menant à une salle à manger. La pièce était vide. « Mais où sont les meubles ?» s'étonna John en cherchant de tous les côtés. « Peut-être qu'ils font des travaux ?» suggéra Bruno. « Ça n'a pas de sens, tu sais bien que chez Patrick, tout est toujours impeccable. Il ne peut même pas supporter que sa chemise sorte de son pantalon. »« Je n'y comprends rien, fit Bruno. Où crois-tu qu'il cache son travail sous les verres alors ?» Les garçons se dirigèrent vers le salon. « Il y a quelque chose d'anormal dans cette maison, » chuchota John. Ils sursautèrent ensemble en entrant dans la pièce. Une silhouette était suspendue à la fenêtre. Sa peau verdâtre se décomposait sur son visage. Sa mâchoire s'ouvrait sur un large sourire édenté. Ses orbites vides fixaient les deux garçons. Le silence lugubre fut interrompu par les cris des deux amis. « Allons-nous-en » hurla Bruno. Il posa les mains sur les épaules de John, le poussant vers la porte et le suivit en trébuchant. « Vite, vite, vite !» Ils traversèrent la salle à manger, puis la cuisine poussiéreuse. Bruno ouvrit la porte et s'élança dehors. « Le chien est parti ?» demanda John. « Oui, grouille-toi !» Mais John n'avait pas besoin de cet encouragement. Il était déjà au milieu de l'allée. Les garçons franchirent le portail, enfourchèrent leur vélo et pédalèrent comme des fous, jusqu'à en avoir les jambes brisées, jusqu'à perdre le souffle. Ni l'un ni l'autre n'osait regarder en arrière. Qui pouvait donc se balancer de la sorte dans la maison de Patrick? Et pourquoi l'imposante demeure était-elle si sale, si vide? Ces pensées obsédèrent Bruno une grande partie de la nuit. Mais le mystère ne s'éclaircit que le lendemain matin. Bâillant de sommeil, il s'habilla, puis alla vers la cuisine prendre son petit déjeuner. Surprenant un éclat de rire de Jennifer, il s'arrêta net devant la porte fermée de sa chambre. Il crut d'abord qu'elle parlait toute seule, mais ne tarda pas à comprendre qu'elle discutait avec Anne au téléphone. Il était un peu tôt pour passer un coup de fil, non? Intrigué, il écouta la conversation. « C'est génial de ma part de leur avoir donné une mauvaise adresse. Avoue-le, » disait Jennifer, en s'esclaffant de nouveau. Bruno comprit. C'était mieux qu'une douche froide. Il se réveilla tout à fait. « Mon frère insistait tellement que je n'ai pas pu résister. Tu sais où je les ai envoyés ?» Il y eut une courte pause. Bruno se rendit compte qu'il ne respirait pas. Il expira silencieusement et tendit l'oreille. « Je les expédie au manoir Forge, » continua Jennifer en riant de plus belle. « Oui, oui, la vieille bicoque abandonnée, là où on avait organisé Halloween, tu te rappelles? Et justement, ils avaient laissé ce mannequin avec son masque effrayant accroché à la fenêtre. » Bruno grinça des dents en entendant le rire triomphant de sa sœur. Il sentait tous les muscles de son corps se tendre sous l'effet de la colère. « Je ne sais pas, Anne, je ne lui ai pas encore parlé, » poursuivit Jennifer. « Mais je l'ai entendu rentrer hier soir. Il a couru directement dans sa chambre et a fermé sa porte. On aurait dit qu'il avait le diable à ses trousses. » Serrant et desserrant les poings, Bruno descendit les escaliers. Il sentait son visage devenir cramoisi. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. « Alors, Jen a voulu nous jouer un tour, à John et à moi, » se dit-il avec amertume. « Elle nous a donné l'adresse de cette maison abandonnée, hein? Et elle se croit très drôle. » Bruno était tellement furieux qu'il avait envie de hurler. Il savait que Jennifer allait se moquer de lui jusqu'à la fin de ses jours avec cette histoire. Jennifer sortit de sa chambre. Elle s'arrêta en apercevant son frère en bas de l'escalier. « Alors, comment ça s'est passé hier ?» demanda-t-elle, le sourire aux lèvres. « Bien, » répondit Bruno d'un ton dégagé. Il la regarda, l'air innocent. Le sourire de Jennifer disparut. « Est-ce que tu es allé chez Patrick? Tu lui as parlé des vers ?» l'interrogea-t-elle en scrutant son visage. Bruno secoua la tête. « Non, on a finalement décidé de laisser tomber. Nous sommes restés chez John. » À ces mots, sa sœur se mordit la lèvre inférieure, signe de déception évident. Le cœur un peu plus léger, il lui tourna le dos et se dirigea vers la cuisine. « Tu veux jouer avec moi, Jen ? Parfait, songea-t-il. Et rira bien qui rira le dernier. » Bruno souleva la boîte de carton soigneusement emballée. Elle contenait sa maison de verre et était plus lourde qu'il ne l'aurait cru. « Où dois-je la mettre ?
demanda-t-il à Madame Smith, faisant tout son possible pour ne pas laisser tomber son précieux travail. Un vacarme assourdissant régnait dans le grand gymnase. « Qu'est-ce que tu dis ? Je ne t'entends pas, répondit le professeur de sciences. Il fallait tout mettre au point avant le début de l'exposition. Aux éclats de voix surexcités se mêlait le tintamarre des chaises et des tables qui raclaient le plancher, des boîtes de carton que l'on ouvrait, des projets de tailles diverses que l'on assemblait. « Quelle foule !» s'exclama Bruno. « Je ne t'entends pas !» cria Madame Smith. Elle désigna une table rectangulaire le long d'un mur. « Tu peux poser ça sur cette table, Bruno. » Il s'apprêta à dire quelque chose, mais fut interrompu par un bruit de verre cassé, suivi d'un cri perçant. « C'était le chlore » hurla Madame Smith, les yeux agrandis d'effroi. « Est-ce que c'était le chlore ?» Elle écarta Bruno et se précipita à l'autre extrémité de la salle. De nombreux élèves se rassemblèrent sur les lieux de l'incident. Madame Smith se glissa à l'intérieur du cercle et tout le monde se mit à parler à la fois. D'autres enfants s'affairaient sans se préoccuper de cette interruption. On avait installé les gradins. Certains parents étaient déjà assis, prêts à assister à l'exposition, attendant l'évaluation des travaux. Bruno entreprit de se frayer un chemin vers sa table à travers le gymnase bondé. Il s'arrêta quelques instants devant Anne et Jennifer qui ricana en les regardant s'affairer. Elles avaient déposé leur énorme rouge-gorge près des marches. Sa tête était mieux proportionnée. Elle avait réussi habilement à en retirer une petite partie. Quelques plumes de la queue avaient été malencontreusement écrasées et les filles s'efforçaient de les redresser du mieux qu'elles pouvaient. « Quelle stupidité !» se dit-il en souriant. « Ce n'est pas avec ça qu'elles vont gagner l'ordinateur. » En se retournant, il jeta un coup d'œil au système solaire de John, fabriqué avec des ballons. Il pendait sur le mur du fond. L'un des ballons s'était déjà dégonflé. « Ridicule !» se dit Bruno en secouant la tête. « C'est vraiment désolant. J'aurais peut-être dû laisser John participer à mon travail. »« 10 minutes. Il reste 10 minutes. » cria Madame Smith. « Ça va, » pensa Bruno en ouvrant la boîte et en soulevant avec précaution la maison de verre. « Qu'elle est belle !» songea-t-il avec fierté. Elle avait l'air plus vraie que nature. Bruno avait poli le cadre de bois jusqu'à ce qu'il brille et avait nettoyé la vitre pour la rendre impeccable. Délicatement, il posa sa maisonnette sur la table, la tournant de manière à ce que la vitre se trouve face au spectateur. Il y jeta un coup d'œil. De longs vers violets et brunâtres rampaient de pièce en pièce. Bruno avait pris soin de bien tasser la terre, puis avait lâché une bonne vingtaine de bestioles à l'intérieur. « Une vraie famille !» se dit-il en souriant. Puis, il sortit la fiche qu'il avait fabriquée et l'agrafa tout près de la table. Tandis qu'il reculait pour admirer son œuvre, quelqu'un le poussa doucement par derrière. « Attention, Bruno !» C'était la voix de Madame Smith. À la grande stupéfaction du garçon, elle aidait Patrick Morand à transporter une longue boîte de carton. « Déplace un peu ton travail, tu vas devoir partager ton espace, » dit le professeur. « Dépêche-toi, s'il te plaît, la boîte de Patrick est très lourde. » Bruno ne parvint pas à dissimuler son mécontentement, mais il obéit et fit glisser sa maison vers l'extrémité de la table. Il était curieux de voir le travail de Patrick. Sa boîte était longue, d'environ 2 mètres. « Où as-tu trouvé un verre de cette dimension ?» plaisanta Bruno. « Très amusant, » grommela Patrick, qui peinait sous le poids. « Formidable !» s'exclama Madame Smith avant de voler à la rescousse d'un autre élève. Bruno n'en revenait pas. Patrick avait fabriqué un gros immeuble. « Oh non !» se lamenta-t-il intérieurement. « Ce n'est pas possible !» parvint-il à articuler. Les mots lui manquaient. Patrick s'affairait à installer son affiche. Il recula pour s'assurer qu'elle était droite. « Si, c'est tout à fait possible, dit-il, l'air rayonnant. C'est un gratte-ciel pour verre. » Bruno ne voulait pas montrer sa déception, mais c'était plus fort que lui. Il sentait ses jambes flageoler. Il bégaya. « Mais, je n'arrive pas à le croire, pensa-t-il pitoyablement. J'ai fabriqué une minable boîte à verre alors que Patrick a construit un gratte-ciel, lui qui ne les aime pas. » Il ne pouvait détourner le regard de la construction impressionnante de son rival. Elle contenait des dizaines de petites bêtes qui se promenaient d'un étage à l'autre. Il y avait même un ascenseur en bois transportant plusieurs passagers. « Ça va ?» demanda Patrick. Oui, tout va très bien, répondit Bruno,
en essayant de maîtriser ses tremblements. « Tu me parais un peu bizarre. »« Ce n'est pas mal ce que tu as fait, » admit Bruno, les dents serrées. « Tu pourrais gagner le premier prix. »« Tu crois ?» reprit Patrick, comme s'il n'y avait jamais songé. « Je te remercie. Du reste, c'est toi qui m'as donné cette idée. À propos des vers, hein, je veux dire. »« Tu veux dire que tu me l'as piqué, espèce de voleur ?» pensa Bruno avec colère. « Je t'en ferais bien manger, moi, des vers. »« Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de John vint distraire Bruno de ses projets de vengeance. Fasciné, son ami regardait l'immeuble. « Un gratte-ciel pour vers, » dit fièrement Patrick. John resta un moment en admiration, puis il se tourna vers Bruno. « Pourquoi n'as-tu pas pensé à faire ça ?» lui chuchota-t-il à l'oreille. « Va donc regonfler tes ballons. »« Et calme-toi, » dit John, vexé. La voix de Madame Smith se fit entendre dans les haut-parleurs. Elle parvint à dominer le tapage régnant dans le gymnase. « Chacun à côté de sa table. L'exposition est ouverte. Les juges vont procéder à l'examen des travaux. » John s'empressa de retourner auprès de son système solaire, tandis que Bruno se plaçait derrière sa maisonnette. « Je ne sais pas ce qui me retient de la jeter à la poubelle, » songea-t-il, dépité. Il regarda Patrick qui se tenait à côté de lui, l'air arrogant, les mains posées sur les parois de son magnifique gratte-ciel. « C'est le copieur qui va gagner, » pensa-t-il avec tristesse. Il soupira. Une seule chose pouvait lui remonter un peu le moral. Une seule. En jetant un coup d'œil de l'autre côté du gymnase, il constata que cette chose était sur le point de se produire. Les 3 juges, des professeurs d'une autre école, s'apprêtaient à examiner Rougeau le rouge-gorge. Comme il se penchait pour regarder de plus près les pattes du volatile, Bruno s'approcha à pas rapides du travail de sa sœur. Il ne voulait rien manquer. L'un des juges, une jeune femme ronde vêtue d'un tailleur jaune vif, passait en revue les plumes de la queue. Pendant ce temps, un homme à la tête chauve comme une boule de billard interrogeait Jennifer et Anne. La 3e personne tournait le dos à Bruno. Elle passait la main sur le ventre bombé et orange de l'oiseau. « Jen et Anne semblent vraiment tendues, » se dit Bruno. « Elles ont bien raison de l'être. Le rouge-gorge est tellement ridicule. » Bruno s'arrêta à quelques mètres des gradins, remplis aux 2 tiers. Il y avait décidément beaucoup de spectateurs, principalement des parents et des frères et sœurs des concurrents. Le juge chauve ne cessait de prendre des notes sur son calepin. Les 2 autres juges levaient la tête vers le bec du rouge-gorge géant. Bruno se rapprocha. « À quoi sert cette ficelle ?» demanda la femme en tailleur jaune. Sa question s'adressait à Anne. « Hein? Une ficelle ?» s'étonna Anne. Elle et Jennifer levèrent à leur tour les yeux vers le bec jaune. « Quelle ficelle ?» demanda Jennifer. Trop tard. La juge au tailleur jaune tira. Le bec s'ouvrit, révélant sa surprise.